d'une jeune fille, une jeune Française de 20 ans, qui vivait dans un milieu privilégié, qui avait envie de découvrir le monde et d'aider les autres, de donner un sens à sa vie. Et c'est l'histoire d'une petite fille philippine de 2 ans qui vit dans la rue avec ses 11 frères et sœurs, qui n'a rien, pas à manger tous les jours. C'est notre histoire, c'est cute et c'est moi. Et pourquoi je vais vous parler de nous? Parce qu'en 1992, on s'est rencontrés, là-bas aux Philippines, très loin, et nos chemins de vie symbolisent, je pense, les frontières. Alors si vous voulez bien, on va voyager un petit peu. Tout d'abord à travers les continents, les océans, pour aller au-delà des frontières géographiques. Et puis bien sûr, quand on veut aller loin, c'est aussi pour découvrir d'autres personnes, d'autres modes de vie, au-delà des frontières culturelles. Et enfin, le voyage qui est peut-être le plus long et en tout cas le plus profond, c'est un voyage intérieur confronté à ces frontières personnelles. Alors, les frontières géographiques, de tout temps, les hommes ont voulu diviser leur territoire pour s'imposer, pour exister, et puis par envie de pouvoir, ils ont chassé les autres, pris plus de place. Enfin bref, ils ont scindé le monde. Et il y a un lieu des lieux qui sont symboliques de les frontières, ce sont les aéroports. Dans les aéroports, vous rencontrez des touristes qui sont habillés bizarrement, qui sont dans l'euphorie de partir en vacances, d'aller au bord de la plage, découvrir d'autres paysages. Vous avez aussi les hommes et les femmes d'affaires qui sont habillés aussi différemment, qui sont là avec leur attaché-caisse, leur iPad, qui veulent, dans un monde de mondialisation et de libre-échange, faire un peu de business. Et puis vous avez les humanitaires, et je me mets dans cette catégorie, les sans frontières, les médecins sans frontières, les avocats sans frontières, les clowns sans frontières. Eh bien, nous, on essaye d'aller à la rencontre des populations pour apporter une compétence, un savoir-faire, un cœur, pour découvrir l'humanité et essayer de faire changer les choses. Et puis malheureusement, vous avez aussi dans les aéroports des clandestins, des gens sans papier, des gens qui ont aussi quitté leur pays pour aller voir ailleurs, l'Eldorado, parce qu'il paraît que c'est mieux ailleurs, sauf qu'ils se sont fait reconduire aux frontières, sans papier, et doivent retourner chez eux. Et là, je ne sais pas si c'est l'humanité, mais c'est dur aussi de voir ça, surtout quand on voit toutes ces mères philippines qui quittent leur pays, qui se sacrifient au nom de quoi? Souvent pour leur religion, pour leur famille, pour aller, soi-disant, dans les Émirats arabes, à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour, travailler comme nourrices, comme domestiques pour gagner de l'argent pour leurs enfants. Alors moi, je vous l'ai dit, à 20 ans, j'ai voulu faire quelque chose de ma vie, donc j'ai contacté une petite association française qui m'a envoyée aux Philippines. Alors les Philippines, c'est très loin. Je les ai traversées, les continents, les océans, à 12 000 km de la France. Et au bout de porte-à-porte, 32 heures, je suis arrivée à Manille, puis à Iloilo, la 5e ville des Philippines, pour faire une mission humanitaire. Et là, quand vous arrivez, quand vous débarquez de l'avion, bon, c'était mon choix de quitter mon cocon familial, d'aller explorer. Vous sortez de l'avion, vous tombez d'abord sous un climat chaud, tropical, humide, vous n'avez pas l'habitude, moi c'était mon premier voyage. Et puis devant des gens qui sont là, devant les grilles de cet aéroport et qui attendent justement les touristes, qui attendent les humanitaires, qui attendent leurs familles qui rentrent, qui sont allés travailler à l'étranger. Et c'est très oppressant. Alors on ne sait pas si on doit faire marche arrière ou si on a fait le choix de venir ici et peut-être d'y rester longtemps. Et puis on se retrouve vite dans les rues de Manille. Manille, c'est quoi? C'est 18 millions d'habitants dans un pays, les Philippines, qui est gros comme l'Italie, qui compte 100 millions d'habitants. Donc tout de suite, une oppression, beaucoup de monde, beaucoup d'églises, des gens très pieux, un langage, le tagalog, différent. On se sent un petit peu comme ça, perdu, mais nulle part. Et puis, là, on se trouve face à des frontières culturelles, quelque chose de différent de notre environnement. On voit quoi dans la rue? Des enfants. Un tiers de la population des Philippines a moins de 14 ans. Des enfants dans les rues, des enfants dans les poubelles, des enfants chiffonniers, des enfants en prison, des enfants prostitués avec là un numéro, parce que les pédophiles vont choisir quel numéro ils vont prendre ce soir pour aller avec ces petites filles, ces petits garçons. Il y a beaucoup d'enfants abusés, et notamment des petites et des jeunes filles.
Alors, face à ça, quand on a 20 ans et quand c'est la première fois qu'on voyage et qu'on est confronté à ça alors qu'on venait chercher quoi, de l'humanité, c'est dur. Et on se dit, mais pourquoi je suis là? Je voulais aider, est-ce que je suis capable? Qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont mes compétences? Parce que le grand cœur, ça va, mais il y a un moment, ça ne suffit plus. On est confronté à soi-même. C'est un peu comme en Europe, quand vous êtes dans la rue, dans le métro, et vous voyez ces sans domicile fixe. C'est un peu comme vous avez un ami tout d'un coup qui tombe malade, qui a un cancer, qui a le sida. Quand vous voyez quelqu'un se faire agresser dans la rue, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que je suis capable d'aider? Bien sûr, je suis sensibilisée. Bien sûr, je veux faire, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je ne vais pas être affectée moi-même? Parce que dans nos sociétés, on apprend malheureusement à être égocentrique et à se protéger son enveloppe corporelle, mais aussi à ne pas trop être dans l'empathie. Et moi, c'est Cute, la petite fille que vous avez vue au début. En fait, c'est elle qui m'a tendu la main, elle avait 2 ans. Enfin, je ne sais pas qui a tendu la main à l'autre. Parce que dans ces échanges, on ne sait jamais qui tend vraiment la main à l'autre. En tout cas, c'est un geste très fort de quelqu'un qui dit « j'ai besoin de toi » et quelqu'un qui dit « je vais t'aider ». Ça, c'est fort. Et à partir du moment où vous prenez la main d'une petite fille et vous dites « je vais essayer de t'aider », ben, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Alors là, ce n'est plus le moment de réfléchir à « est-ce que je suis capable ?» Vous avez fait le choix d'être ici, donc il faut y aller. Il faut aller de l'avant. C'est sœur Emmanuelle qui disait « yalla, allez de l'avant, avec détermination, avec acharnement », parce que ce n'est plus le moment de reculer. Et puis, donc moi, j'ai créé l'association Caméléon en 1997, puisqu'il n'existait rien, qu'il y avait une demande d'une petite fille, c'était important pour moi. J'ai cherché des sous, évidemment. Ma famille, mes amis m'ont dit « les Philippines, c'est dangereux, attention à toi, il y a tremblement de terre, il y a des kidnappings, tout ça. » Mais là, il ne faut plus écouter, il faut y aller. Il faut foncer, peu importe le rêve qu'on a, peu importe l'idéal, peu importe le projet, humanitaire ou pas, il faut y aller. Et j'ai créé l'association. Et puis les services sociaux philippins ont référé les premières jeunes filles, les premières petites filles, parce que les plus petites, elles ont 5 ans. Et elles arrivent là, et pourquoi elles sont là? Parce qu'elles ont été abusées. C'est quoi l'abus? L'abus sur enfants. C'est des abus sexuels, c'est la prostitution, c'est le trafic d'enfants, c'est l'exploitation, c'est la négligence, c'est la maltraitance physique, c'est tout ça. Moi, Caméléon s'occupe exclusivement de petites et jeunes filles victimes d'abus sexuels et à 70% des cas d'inceste. Donc c'est des jeunes filles et des petites filles qui vivent dans l'ombre de leur passé, avec beaucoup de culpabilité et de honte. Que fait porter la famille sur sa tête? C'est de ta faute si ton père maintenant il est en prison, c'est de ta faute si on n'a plus rien à manger, c'est de ta faute si dans la communauté on parle mal de nous. Elles arrivent, elles sont déstructurées. Et pourtant, quand elles disent « quand on voit nos parents si malveillants et négligents, on ne les voit plus vraiment et on se sent mal aimé ». Elles ne disent pas qu'elles se sentent plus aimées, parce que dans la religion catholique, dans la famille aux Philippines, c'est pas possible de ne pas aimer son enfant. Et pour elles, elles ont du mal à le comprendre, elles se sentent juste mal aimées. Et pourtant, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un père, un grand-père, un oncle, un frère, un cousin qui, de quel droit, a possédé l'enfant, a abîmé sa frontière corporelle, la frontière que les parents donnent à un bébé, à un enfant quand il est né au monde. Cette frontière-là qu'il faut protéger. Eh bien, ces filles se sont fait violer. Ces adultes, avec toute leur perversité, leur stress et leur malveillance, ont pénétré ces petites filles, ont déchargé tout ce qu'il y a de plus mauvais, ont fait des trous dans ces enfants, dans leur enveloppe, qu'elles ne seront pas capables de fermer seules. Alors évidemment, quand elles ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, que c'est arrivé pendant plusieurs années, quand des filles à 12 ans, 13 ans tombent enceintes, eh bien, ces séquelles-là vraiment engendrent des gros problèmes physiques, psychologiques, cognitifs. Tous les murs s'écroulent, il y a des trous partout, ou alors l'inverse, qu'est-ce qu'elles font? Elles se barricadent, elles rentrent dans leur monde, elles sont seules, dans leur cocon, elles ne veulent plus parler, et qu'est-ce qui se passe? Les trous se ferment, et comme vous savez, les cicatrices, c'est des membranes avec des tissus durs qui se superposent, et il n'y a plus d'échange possible avec l'extérieur. On ne respire plus. Tous les déchets qui sont à l'intérieur de ces petits corps, ils ne sortent plus. Donc c'est des jeunes filles qui tombent dans la folie, dans les tentatives de suicide,
qui deviennent schizophrènes, qui sont en perte de repère totale, qui doutent « pourquoi moi? Est-ce que j'ai mérité ça ?» Oui, probablement, ou c'est un signe de Dieu, puisque encore une fois, c'est une religion très pratiquante. Et c'est ce qu'on leur fait croire. Ce sont des jeunes filles qui sont en perte totale d'identité, qui même s'en veulent d'avoir été une fille fragile, vulnérable, alors qu'ils n'hésitent pas à se transformer en garçon, comme ça on ne les embêtera plus. C'est des jeunes filles qui sont entre le monde de l'enfance et le monde des adultes, parce qu'elles ont 12-13 ans et elles sont tombées enceintes alors qu'elles devraient être protégées par leur mère, leurs parents, mais elles deviennent mères malgré elles, et mères de leur propre père. Enfin, elles tombent enceintes de leur père. Elles doivent vaincre leur peur, faire face aux monstres de l'enfance, toujours entre deux mondes. Et si là, nous, les adultes, les psychologues, les humanitaires, les encadrants, on ne les aide pas à savoir ouvrir et fermer les portes de leur enveloppe corporelle, de leurs frontières personnelles, alors elles vont nulle part. Et c'est là où on sent tout le sens de notre engagement. Il faut leur apprendre à savoir dire non, au nom du droit inaliénable, le droit de l'enfant. Les adultes n'ont pas le droit de les posséder. Certes, ils les ont mis au monde, mais ça s'arrête là. Il faut leur apprendre à ne plus jouer avec le bâton du diable avec lequel elles ont joué des années, parce qu'on leur a mis dans les mains. Ça, c'était le passé. Maintenant, elles sont là, à Caméléon, avec nous, et on va les aider à grandir, à se reconstruire. Parce qu'on est ensemble dans le même bateau. C'est un peu l'arche de Noé. On a pris tous ces enfants à Caméléon, maintenant il y en a plus de 400, et on avance ensemble pour les sauver. C'est dur de les sauver. On prend des risques, des dangers, on est menacé de mort, on dérange. Hein. On met des gens en prison, il y a des gens qui utilisaient ces enfants pour faire de l'argent, la prostitution, les trafics. Moi, je suis une étrangère, j'arrive là, bien sûr, je suis sur le front, les premières lignes, sujette à des menaces, des agressions, bien sûr, on en a. Ça, je ne le dis pas trop aux gens en France, à mes parents, hein, aux gens qui nous aident, parce que ça ne doit pas être un frein, parce qu'elles se battent. Elles ont l'intention de sauter les obstacles, d'aller au-delà de ces problèmes, de gravir les montagnes, parce qu'elles n'ont pas le choix. Et donc, c'est à nous de leur apprendre ce qu'elles peuvent trouver en elles, l'énergie nécessaire, la force pour croire en soi. Et puis, elles doivent apprendre à s'ouvrir, ouvrir leurs frontières personnelles vers les autres, parce que c'est dans ce libre-échange de « je puise de l'énergie et de l'amour en toi, mais je t'en donne » qu'on arrive à grandir. Il faut aussi qu'elles apprennent à se reconnecter au monde, à leur famille, au sens élargi, bien sûr, aux autres enfants, à la société, dans les écoles, pour créer du lien et revivre. Et tout ça, c'est un long apprentissage, bien entendu. Il faut prendre confiance en soi, s'aventurer hors de ses limites pour prendre de la hauteur et oser voler de ses propres ailes pour toucher les étoiles. Parce que quand on croit en soi, quand on a foi en ses ressources personnelles, quand on a confiance en l'autre, et c'est notre rôle de leur redonner confiance, alors on peut déplacer des montagnes, alors on peut faire des projets, et les autres s'émerveillent à vous voir voler si haut, à vous voir si forte. C'est ce que Caméléon, c'est ce que moi, on essaye de faire depuis des années. Et c'est sur ces chemins de vie, le mien, mon chemin personnel, j'ai démarré très jeune. Sur le leur, elles ont aussi été placées à Caméléon très jeunes. Ça prend des années, 5 ans, 10 ans peut-être, pour se reconstruire. Et bien ensemble, on se lance vers un nouveau destin, parce qu'après tout, ce n'était pas un hasard cette rencontre avec Youth dans la rue, cette main tendue. C'était peut-être un destin. Il faut juste savoir le repérer quand il arrive. Et ces enfants qui vous sourient, parce que c'est ce qu'on voit quand on est là-bas sur le terrain, partout aux Philippines, les gens sourient. Alors peut-être par fatalité, encore une fois, par rapport à leur foi, malgré toutes les catastrophes naturelles, malgré les traumatismes, ces filles sourient et vivent dans la dignité et vous donnent des leçons de vie et d'humanité. Cette humanité, celle-là même que vous êtes venus chercher quand vous avez traversé les frontières, quand vous avez pris des risques pour aller essayer d'aider. Et Cute, 20 ans après, c'est la même, parce que je vous ai dit, on l'accompagne, les enfants, dans la durée, on ne les abandonne pas, comme une famille ne devrait pas abandonner son enfant. Elle dit maintenant, je me sens comme un oiseau,
qui peut maintenant chanter fort et s'envoler vers ses rêves. C'est bien qu'elle chante fort, parce que même si elle chante faux, au moins elle s'exprime. Elle n'est plus dans son cocon. Il y a un échange avec l'extérieur. Elle crie sa douleur, elle crie sa joie et son bonheur. Et elle s'envole vers ses rêves, ses projets de vie. Et puis, moi, je peux en parler. Parce que j'ai le sourire et la force des filles, c'est ma locomotive. Depuis tant d'années, ça fait 22 ans que je travaille et que je suis aux Philippines. Mais je pense que les enfants elles-mêmes l'expriment encore mieux. Et c'est Princess, une jeune fille qu'on a eue à 10, 11 ans chez nous, suite à une maltraitance, un abus sexuel, qui va vous exprimer sa transformation, la puissance de la transformation dans le processus de reconstruction personnelle, quand on arrive à dépasser ses frontières, ses peurs, quand on arrive à s'adapter à une nouvelle vie, changer de couleur et changer de vie. C'est la résilience, c'est la réussite, c'est l'épanouissement personnel, c'est savoir aller au-delà des frontières et c'est ce que je vous souhaite à tous.